Bonjour Xavier Brébois, donc vous êtes psychologue social, vous travaillez sur le changement de comportement, vous êtes chercheur indépendant et chercheur associé au LVMT, Laboratoire Ville, Mobilité, Transport de l'École des Ponts de l'Université Gustave Eiffel à Marne-la-Vallée. Et donc vous nous proposez un focus sur l'évolution des pratiques, avec un exemple particulier, le comportement en matière de transition écologique. On vous écoute. Merci, bonjour à tous. Donc moi je travaille sur le changement de comportement. Alors on fait pas que de la théorie de l'inoculation en psychologie sociale, on fait aussi d'autres choses qui peuvent être mieux. La difficulté c'est toujours de faire entendre ce qu'on propose. Pour commencer par le début, juste pour expliquer, moi je passe beaucoup de temps à essayer d'aider les collectivités à mettre en place des politiques publiques efficaces de changement de comportement en matière de mobilité ou autres sujets de la transition énergétique, consommation d'eau, enfin il y a beaucoup de choses en fait. Et juste pour commencer par le début, je voudrais quand même dire que quand je parle de comportement, je pense à des choses comme ça. C'est des deux dames qui, en plein Covid, ont mis leur masque pour se protéger de la contagion, mais quand elles se croisent en allant au travail le matin, elles se font quand même la bise. Parce qu'il y a des choses importantes dans la vie et que c'est pas toujours facile de concilier les différentes choses qu'on fait. Donc c'est de ça dont je parle quand je parle de comportement individuel, c'est toutes ces choses qu'on fait et qui sont pas toutes des productions raisonnées, réfléchies, rationalisées, follement, parce qu'on en fait beaucoup des comme ça. Donc comment on fait pour réfléchir à ça? En psycho, on a des tas de systèmes théoriques qui parlent notamment de toutes les dimensions, qui expliquent comment on est capable de collaborer, donc toutes les fonctions sociales qui sont organisées par notre système nerveux et qui permettent de produire des interactions comme de faire confiance à quelqu'un, comme de s'entendre sur le concept d'arriver à l'heure à un rendez-vous, comme toutes ces choses qui font qu'on est capable de s'entendre et de fonctionner. Et à part ça, il y a tout l'angle cognitif de comment notre système nerveux traite les informations qu'il perçoit de l'environnement, est capable d'opérer dessus, de les mémoriser, de s'en rappeler, de s'en servir pour prendre des décisions, pour s'orienter dans l'espace, pour utiliser ses muscles. En fait, toutes ces dimensions-là ensemble, qui collaborent avec ces dimensions sociales à façonner nos expériences et notre existence, et qu'on étudie beaucoup de manière expérimentale, d'où la petite souris, et qui souvent ont bien du mal à sortir du laboratoire, comme ça a été bien évoqué avant, parce que c'est pas toujours facile. Moi, c'est plutôt ça ma tâche, c'est d'essayer de trouver comment on peut utiliser ces concepts qui ont bien fonctionné en laboratoire pour les utiliser sur le terrain et de faire des expérimentations de terrain qui fonctionnent plus ou moins bien, mais qui généralement nous permettent quand même d'avancer sur la réflexion qu'on a, et notamment d'essayer de réfléchir à comment on s'y prend pour changer les comportements. Et donc on a tout un ensemble d'enseignements qui viennent de ça, parce qu'on a un gros problème en face de nous. Enfin, on en a plein, mais notamment celui-là, sur lesquels on aimerait bien que les comportements changent, mais pour avoir un effet, il faut qu'on ait chaque individu qui fasse des petites choses à lui tout seul dans son coin, alors qu'il n'a pas forcément l'impression que ça a de l'effet, il ne se rend pas compte de l'effet de ce qu'il fait, il ne se rend pas compte des alternatives qui sont possibles, il n'est pas forcément conscient du problème. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui font que spontanément, on ne va pas régler le problème. C'est pas comme quand on bute contre une porte fermée, on ne voit pas tout de suite où est la difficulté. Et donc on en est plutôt là. Et on continue quand même pas mal à jouer au golf pendant que le feu ronge la nature à l'arrière-plan. Parce que, je vous l'ai un peu déjà dit, le premier renseignement utile, je pense, de cette approche des comportements, c'est d'arrêter de croire que c'est uniquement en pesant sur les idées qu'ont les individus, les golfeurs ici, qu'on va réussir à faire en sorte qu'ils participent à éteindre le feu. Parce qu'en fait, ils ne sont pas juste constitués de moments où ils prennent des décisions raisonnées. Il y a un chercheur que j'aime beaucoup qui a passé du temps à dessiner ces petits canards là pour expliquer ça en prenant l'exemple du canard qui est un animal qui peut choisir entre plusieurs modes de déplacement. Tout comme nous, on peut choisir entre plusieurs modes de déplacement, on aimerait bien qu'on prenne moins la voiture. Eux, ils peuvent choisir entre marcher, voler et nager. Et si on réfléchit de l'extérieur et qu'on se demande comment ils choisissent leur mode de déplacement, si c'était comme c'est des canards, on ne va pas aller imaginer qu'en fait c'est à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leur esprit, qu'ils vont vraiment réfléchir et opter pour quelque chose. On regarde ça de l'extérieur et assez rapidement on se rend compte que pour les courtes distances, tous les canards marchent, pour les très longues distances, tous les canards volent, et qu'il y a seulement une plage intermédiaire où il y a une décision de la part du canard à l'intérieur du canard. En fait, dans le reste des cas, ce qui prend la décision du comportement mis en place, c'est pas le canard, c'est le contexte. C'est la situation dans laquelle il baigne. Ici, c'est topologique avec l'exemple que je vous donne, mais de la même manière, si vous êtes dans un monde où on vous a répété toute votre vie que le monde c'est bien ou que
je sais plus comment, enfin, ou que les chaînes de la TNT c'est mal, c'est un contexte qui va être fortement prescriptif de comportement, qui n'est pas de l'ordre de la décision individuelle, ça se passe pas à l'intérieur de vous, c'est social, c'est ce qui pèse sur vos capacités à agir. Et finalement, c'est là où on a le plus de capacité d'action. C'est bien avant d'essayer de déterminer comment notre canard il va préférer son mode, on peut déjà essayer de faire en sorte que le contexte prescrive, permette ou ne permette pas certaines options, et c'est là où on a les effets les plus forts. Après, c'est pas toujours possible, pour des raisons que vous envisagez bien. Donc, dans la mobilité en particulier, et dans la transition écologique et énergétique, ce qu'on a actuellement comme contexte, c'est plutôt ça. Je ne sais pas si vous la connaissez, celle-là, c'est l'autoroute la plus large du monde. Elle se situe au Texas. Sans surprise, elle fait 26 voies aujourd'hui. Et ce qui est rigolo dans cette histoire, c'est que jusqu'en 2011, elle faisait seulement 16 voies. Et elle était bouchonnée. Donc, qu'a fait l'État du Texas, enfin les décisionnaires de ça, je ne sais pas si c'est l'État, ils se sont dit qu'il fallait élargir cette autoroute. Ils ont dépensé 10 milliards de dollars, ils ont rajouté 10 voies, et ils se sont retrouvés, 5 ans plus tard, avec 50% de bouchons supplémentaires. Parce qu'on sait très bien, ça s'appelle le trafic induit. Enfin, quand on ne connaît pas la mobilité, c'est pas une évidence, mais en fait, plus on élargit, plus on attire des flux, et plus on a des effets mécaniques de congestion qui font qu'on a encore plus de bouchons. En fait. Et donc, ils ont fait ça, ils ont plus de bouchons, et qu'ont-ils décidé, il y a 5 ans, qu'ils allaient réinvestir des sous pour encore plus élargir l'autoroute, parce qu'en fait, elle est toujours pas assez large. Et dans 15 ans, ils s'apercevront qu'ils ont encore plus de bouchons, et on n'aura toujours pas réglé le problème. Donc le contexte dont je vous parle, c'est plutôt ça. Alors, je vous laisse tirer les parallèles qu'on peut faire avec l'éducation aux médias, mais je pense qu'ils peuvent être assez évidents. D'un côté, on essaie d'aller dans une direction, et de l'autre, on fait tout pour pousser dans la mauvaise direction. Pardon. Là-dessous, il y a l'idée qu'en fait, si on est capable de comprendre la manière dont les individus prennent leurs décisions, on va être capable de les faire changer. Sauf qu'on a une tendance à supposer que les individus prennent leurs décisions de manière plutôt rationnelle, plutôt optimisatrice, ou à minima de manière raisonnée, qui prennent leur temps, qui réfléchissent, qui se posent des questions, ce qui serait pas mal. Nous, ce qu'on constate bien souvent, c'est que pour la plupart des comportements qu'on émet tous les jours, on n'arrive pas à les décrire correctement avec la théorie du choix rationnel, ni avec la théorie du choix raisonné, parce qu'en fait, c'est pas ça qui commande. C'est plein d'autres choses. Et j'ai un petit exemple ici que j'aime bien montrer parce qu'il est très rigolo. C'est une expérience de psychosocial qui essaye de faire traverser les gens au feu rouge, piéton. C'est moralement tout à fait discutable. C'est uniquement dans le contexte expérimental. Donc ça se passe à Rennes et notre chercheur mesure, combien de personnes traversent au feu rouge. Alors il a choisi le feu piéton qui lui va très bien. C'est un feu piéton où il y a souvent des piétons mais pas souvent des voitures. Et il regarde ça à des horaires où il y a du monde, il y a beaucoup de piétons et pas beaucoup de voitures. Donc malgré ça, il y a que, entre guillemets, 16% des gens qui traversent au feu rouge. Objectif du chercheur, augmenter cette valeur. Donc ce qu'il va faire dans un premier temps, c'est que des dizaines de fois, il va le premier traverser au feu rouge en essayant de montrer l'exemple. Il le fait dans un premier temps en étant habillé de manière assez neutre. J'arrive jamais avec ce truc. Donc j'ai traduit comme ça. Il le fait des dizaines de fois à plusieurs horaires, mais toujours dans la même plage où il y a du monde. Et en fait, ça change rien. Il a 18% de gens qui traversent au feu rouge en moyenne. Apparemment, ça suffit pas. Il refait ça, mais ce coup-ci en costume 3 pièces, avec mallette, cravate. Enfin, il décrit dans son article la panoplie de ce qui est censé représenter un catsup. C'est un peu comme ça qu'il l'appelle. Et là, on a 54% des gens qui traversent au feu rouge après lui. Alors on se dit, c'est peut-être pas ça en fait. Donc pour confirmer que c'est bien ça, il fait l'inverse, il s'habille en clochard, enfin, c'est ce qu'il décrit dans son article, c'est moi qui ai choisi la photo, c'est pas lui, mais c'est toujours la même personne. Et là, on n'a plus que 9% des gens qui traversent au feu rouge après. Alors on interroge un petit peu les gens avant et après, ils ont tous à peu près la même vision des priorités rationnelles de traverser ou pas. Ils vous disent assez bien qu'en fait ils réfléchissent et ils traversent de manière raisonnée et rationnelle quand vous leur posez la question. Personne ne vous parle jamais de l'individu en costume ou du clochard, mais en pratique on voit bien que quand quelqu'un se permet de traverser au feu rouge et qu'il est en costume 3 pièces, on se dit un peu plus que ça se fait que quand il est habillé en clochard. Alors c'est pas tellement une question d'attractivité du statut, on le voit plus dans l'angle de permissivité, parce qu'il y a une espèce de fiabilité potentielle. Enfin. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un effet ici qui n'a rien à voir avec les croyances des individus sur le risque de traverser au feu, le risque qu'une voiture survienne, etc. C'est ce que font les autres qui est déterminant ici. Et en fait, ça participe de tout ce qu'on fait parce qu'on vit dans un monde profondément social. Alors, je ne vous dis pas que la solution, c'est uniquement de faire de l'éducation aux médias avec des gens en costume 3 pièces, mais en tout cas, il y a une question de l'influence des pairs qui est assez centrale et qu'il ne faut pas du tout négliger. Alors après, je pourrais développer longuement sur les différentes étapes qui font le changement. On a développé avec une collègue à un moment donné ce petit tableau en 4 étapes pour en fait résumer
tout ce qui doit se passer pour qu'un individu soit capable de changer de comportement. Alors ça, c'est du point de vue de celui qui veut faire changer le comportement, parce qu'il construit des politiques publiques pour orienter un certain comportement ou éviter un certain comportement. Et donc la première étape, c'est de ne pas supposer que les choix sont rationnels et que les individus font des choix raisonnés, parce qu'en fait, c'est pas la majorité de ce qu'ils font. Ça participe, mais c'est pas tout. Donc là, si on sort de ces présupposés et de l'ensemble des présupposés qu'on a pour étudier ce qui se passe, en général, on gagne beaucoup de temps. Ensuite, ce qu'il faut réussir à faire, c'est faire en sorte de toucher l'individu au moment où il n'est pas en train de dérouler son habitude, ou lui donner l'opportunité de ne pas dérouler son habitude, parce que sinon il ne prend pas de décision, donc il ne réfléchit pas, donc il n'est pas conscient de ce qu'il fait, parce qu'on a plein d'automatismes que vous connaissez tous, qui font qu'il y a des fois on se retrouve à continuer sur notre lancée, même quand on a décidé de faire autre chose, parce que c'est bien ancré, ça fonctionne bien, et qu'on passe notre vie à essayer de faire 15 choses en même temps, voire plus, et que ça marche seulement s'il y a des routines qui le font à notre place. Donc ça, si on y arrive, l'individu peut s'arrêter pour réfléchir. C'est là où on commence à avoir de l'influence quand on essaie de lui fabriquer des capacités à réfléchir. Si on en arrive là, il y a plusieurs composantes. J'avais une autre slide. Alors on a plein de modèles ça, qui essayent de décrire la formation de l'intention. Pardon, c'est encore dans le mauvais sens, décidément. Celui-là résume bien. On parle de comportement planifié, c'est-à-dire que c'est vraiment dans la situation où on s'arrête pour réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire ? Demain, je vais aller manger à midi à Lille. Où vais-je aller ? Ça, c'est un comportement planifié. J'anticipe si, alors, qu'est-ce que je ferai ? C'est pas du tout la même chose que les réflexes et les habitudes dont je parlais avant. Dans ce cas-là, si on veut réussir à prédire correctement les intentions, les comportements des gens, il faut non pas se préoccuper exclusivement de leurs attitudes, c'est-à-dire de ce qu'ils pensent et ce qu'ils espèrent avoir comme bénéfice ou ce qu'ils voient comme inconvénient à une certaine pratique, ce sur quoi on essaye de peser généralement. Il faut aussi se préoccuper d'autres paramètres qui sont résumés par ce modèle en trois grands cas. Donc l'attitude, c'est est-ce que je pense que c'est une bonne idée ou pas, de consulter tel média ou de me déplacer en voiture. La norme, c'est ce que je sais que font les autres autour de moi, ce qui me sert de repère, ce sur quoi je me base pour juger du fait que c'est pertinent ou non. C'est aussi la position morale des autorités, qu'elles soient politiques, morales ou autres, ou parentales, enfin toute chose qui peut me prescrire un comportement, ça va rentrer là-dedans. Et la troisième grande dimension, c'est le contrôle comportemental perçu. Bon, la terminologie est un peu barbare. C'est est-ce que je suis capable de le faire ? Enfin, en fait, c'est est-ce que je me sens capable de le faire ? Je prends l'exemple du vélo, c'est plus facile qu'avec les médias, mais je pense que vous pourrez transposer. Je peux penser que faire du vélo, c'est une bonne idée, j'ai une attitude positive envers le vélo. Je peux trouver que les autres sont plutôt d'accord avec moi, ils le font, j'en vois qu'ils le font, c'est la norme, elle va plutôt dans le bon sens, surtout aujourd'hui à Lille. Mais je peux ne pas savoir faire du vélo. Ça, c'est le contrôle réel, c'est la capacité à émettre le comportement. Mais ce qui est vraiment déterminant, c'est pas que savoir faire du vélo, c'est se sentir capable. Peut-être que je sais faire du vélo, mais je suis terrorisé à l'idée de traverser la ville à vélo aux heures de pointe. Mon problème, c'est ma croyance dans ma capacité à agir. Et c'est là-dessus où souvent on a d'énormes changements un peu improbables qui peuvent se produire parce qu'on s'en occupe souvent beaucoup moins que l'attitude du reste. Donc ça, c'était la deuxième condition. Je vais essayer de le faire dans le bon sens. Non, raté. Et la troisième, c'est qu'on a beau avoir l'intention d'agir correctement, vous l'aurez déjà remarqué, correctement, ou d'agir tout court d'ailleurs, il ne suffit pas d'avoir l'intention. Il y a tout un problème, le passage à l'action n'a rien d'évident. Il faut des conditions, il faut des situations propices, il faut s'y préparer, enfin, etc., qui font qu'il y a une troisième grande étape, qui est de rendre possible le passage à l'action et donc d'essayer de construire ça. Et j'y vais au hasard. Non, toujours pas. Et dernière grande dimension, parce que je vous parle beaucoup de mécanique finalement, un peu de phénoménologie, mais il y a quand même toutes les idées à l'arrière-plan. Il y a toute la construction sociale des représentations qui, bien entendu, vient sous-tendre et organiser toute notre perception des options qui sont là et de leur attractivité, de comment nous on va s'inscrire là-dedans, de nos identités, etc. Et j'aime bien cette image qui, je trouve, manifeste, alors c'est dans l'environnement, mais manifeste bien la tentative de changer des représentations. C'est une publicité de la Deutsche Bahn qui essaye de lutter contre la tentation de prendre l'avion pour partir en vacances et qui vous dit, vous voudriez aller voir ça aux USA et ça vous coûterait plus de 1 000 € en avion, mais en fait, si vous pourriez aller voir ça à côté pour 25 € en train, et finalement, c'est un peu la même chose. Voilà, c'était une conclusion peut-être un peu rapide. Je veux juste dire que si on doit traduire tout ça en termes d'éducation média, tout à fait. Voilà. Alors j'imagine, parce que je ne connais pas le domaine, que bien entendu il y a tous ces enjeux de contexte, dont on a quand même parlé par ailleurs, hein, avec toute une prescription de comportement qui est faite par des acteurs dont l'objectif n'est pas l'esprit critique, mais dont l'objectif est le nombre de clics à la minute, etc., ou la vente de publicité. Enfin, il y a beaucoup d'autres enjeux, mais il faut qu'il y ait une concurrence d'influence en fait, entre différents acteurs, qui bien entendu est centrale. Il y a tous les enjeux de prescription sociale, au-delà des marchands de services par les pairs, par les attentes des pairs.
le niveau d'attention qui est porté au sujet. Donc je pense que vous passez beaucoup de temps à essayer de faire accorder de l'attention à ce sujet et que ça ne doit pas être toujours facile. Et que peut-être qu'il y a des entrées là-dessus sur la manière dont l'attention à un moment donné arrive naturellement sur le sujet, d'essayer de l'exploiter. La construction des croyances qui fondent ces intentions. Je me demandais aussi comment faisaient ceux qui avaient compris que c'était important de faire une chose, comment ils faisaient pour s'y mettre, comment on passe à l'acte, à quel moment on se dit tiens, je vais éteindre ça pour allumer ça, je vais changer de journal ou je vais acheter le journal, ou je sais pas quoi, comment ça se passe le passage à l'action. Et puis bien sûr à l'arrière-plan, il y a pourquoi on fait tout ça, comment ça se fait qu'on se pose la question, est-ce que c'est parce que c'est une prescription, à quel moment ça les touche eux-mêmes, ces individus sur lesquels on voudrait avoir une influence, parce que bien entendu, vous tous qui êtes là, vous êtes parfaitement éduqués aux médias et à l'information, comme moi, enfin je le crois, et je pense que tout le monde le croit, y compris ceux qui ont les pratiques les plus aberrantes, et que c'est bien là où il faut commencer à construire peut-être le doute, qu'après il faudra réduire, enfin c'est très compliqué comme vous en avez bien parlé avant, mais c'est là où on peut imaginer plein de pistes d'action qui vont se traduire de plein de manières différentes pour essayer de pouvoir produire une influence efficace en faveur pas du libre arbitre, j'allais dire, de la pensée critique. Merci beaucoup. Merci Xavier Bribois. Je vous propose maintenant, si vous avez des questions à poser à Xavier Bribois. Donc il y a un micro qui est disponible. Hop. Alors, merci beaucoup pour toutes ces petites images, toutes ces billes pour la réflexion. En fait, je voudrais essayer de répondre, d'apporter des éléments de réponse à une des questions que vous avez posées. Comment font-ils pour sortir peut-être de cette addiction? Il me semble que vous avez dit quelque chose comme ça. Donc dans mes recherches, donc depuis 2016, je rencontre des jeunes et qui sont sur les réseaux sociaux. On va pas, enfin voilà, tout le monde le sait. Et lors de mes premières recherches en 2017, donc il y avait un paradoxe dans leur discours entre oui, il faut pas trop s'exposer, il faut faire attention à qui on a dans notre réseau, voilà. Et puis finalement, la prescription sociale, s'il y a une copine qui met une photo et que moi je la mets pas, finalement il va y avoir un déséquilibre et puis les copains vont moins m'aimer, voilà, pour faire court. Et finalement là j'ai recommencé les mêmes recherches, donc 7 ans après, et il va y avoir des discours qui changent par rapport à ces phénomènes d'addiction et une prise de conscience du temps passé dessus, notamment sur TikTok. Voilà, c'est un réseau où les ados sont très conscients du fait qu'ils passent beaucoup de temps pour ne rien faire, c'est vraiment ce qu'ils disent. Et parfois, ils s'obligent à des périodes de sevrage. Alors, là, j'ai rencontré là dernièrement une 50aine de jeunes, et il y en a peut-être un bon tiers qui m'ont dit, régulièrement on désinstalle l'application. Voilà, on attend un peu et puis on la remet. Voilà. Ou alors on évite d'y aller, ou on se met une sonnerie pour arrêter au bout d'un moment. Parce que finalement, le système justement économique de ces réseaux est fait pour rester le plus de temps possible. On a entendu récemment qu'il allait y avoir peut-être une forme de rémunération suivant le nombre de vidéos. Donc c'est aussi ce paradoxe-là entre les prescriptions sociales, les prescriptions des bonnes pratiques aussi, qui est très très complexe à gérer pour ces jeunes qui sont finalement assez conscients de leur pratique et du temps, mais un peu coincés entre ces envies de bien faire, ces envies d'être reconnus par les autres. Voilà. Donc encore une fois, c'est très complexe, mais ça laisse de l'espoir finalement. Voilà. Je veux bien rebondir sur cette question de l'addiction, parce que justement, si à partir du moment où on pose le problème sur l'addiction, est-ce qu'on ne renvoie pas justement à l'individualité plutôt qu'au problème collectif? Je pensais aux travaux de Laurent Fouillé sur la mobilité notamment. On voyait que ça pouvait être contre-productif justement, où on essaye de culpabiliser l'automobiliste plutôt que de lui donner la capacité en fait globale par les aménagements d'être
en capacité d'être, de changer ces modes de transport, quoi. Donc voilà, l'addiction, elle a certainement peut-être qu'elle a une légitimité psychologique, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est pas un risque de déresponsabiliser justement le contexte, c'est ça dont vous parliez, qui est du coup plutôt collectif, quoi. Donc bon, comment s'articule un petit peu cette approche de l'individu par rapport au collectif? Qu'est-ce que vous nous suggérez? Voilà. Oui, merci. C'est vrai que c'est une question qui est quand même assez centrale dans cette histoire. Alors moi, je ne parlerai pas d'addiction, on parle beaucoup de dépendance plutôt, pour dire que ça ne vient pas de l'individu, c'est plutôt l'extérieur qui soumet l'individu à un contexte qui le rend dépendant d'eux. Dans la voiture, on parle beaucoup de la dépendance à l'automobile aussi, pour des raisons similaires, qui sont une construction territoriale pour le coup et d'aménagement qui nous mène là. Et de la même manière, on a une construction technique d'un espace numérique dans lequel on est amené à TikTok assez mécaniquement, enfin, pas quand on est né après, mais pour eux de manière beaucoup plus automatique. D'ailleurs, c'est assez dur de se mettre à TikTok pour ceux qui ont essayé. Enfin, c'est un effort au départ. Dans l'autre sens, c'est pas toujours facile. La réponse quand même là-dessous, c'est vrai qu'on a tendance à facilement, comme on pense que c'est les idées qui dominent tout, à dire qu'il faut changer les idées des individus et du coup à aller vers l'individu, et on se retrouve vite à le culpabiliser ou à le responsabiliser, enfin à tort. Je pense qu'il faut quand même pas oublier que l'individu a sa part il participe quand même, il est aussi actif. Et d'ailleurs, on voit bien avec ce que vous disiez, l'envie qu'on peut avoir de s'en dépêtrer quand on sent les limites de sa pratique et qu'on se sent justement dépendant de quelque chose. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un triptyque, quoi. Ce qu'il faut, c'est que en termes de politique publique, il faut que les pouvoirs publics tiennent leur rôle d'orienter les pratiques par des politiques publiques. Il faut que l'industrie, l'économie, les acteurs économiques tiennent leur rôle, parce que c'est souvent eux les grands prescripteurs des pratiques. Dans la mobilité, c'est aussi les prescripteurs, parce que c'est eux qui demandent aux salariés de venir au travail à certains horaires, à certains endroits. Enfin, ils peuvent être prescripteurs de diverses manières. Et les individus jouent leur rôle là-dedans en tant qu'acteurs, mais aussi en tant que demandeurs de politique publique et en tant qu'électeurs. Et du coup, si on a un cercle qui peut être vicieux ou vertueux, sur lequel il faut peser de toutes parts. Et le plus facile, c'est quand même d'essayer de faire évoluer la demande politique en premier. Mais c'est peut-être pas d'aller vers les individus pour leur dire changer de mode de transport ou changer de média, mais de leur dire manifester que ça vous importe ce truc-là, pour que le politique puisse se saisir du sujet et dire moi je peux apporter une réponse, que du coup ils mettent en place une politique publique qui aille déterminer les actions de l'économie, qui aille déterminer les pratiques des individus, et du coup que ça puisse s'entraîner comme ça. Et c'est vrai que commencer par dire aux individus que c'est de leur faute, ça risque pas de marcher. En plus, ça les braque. Ils peuvent monter des comités de soutien à l'automobile ou à TikTok, ce qui n'est pas du tout le but, en fait, alors qu'on voulait l'inverse, on a obtenu ça aussi. Ça vous répond? Moi, j'ai toujours un petit rebond, c'est par rapport aux réseaux sociaux décentralisés, non commerciaux, dont je suis toujours assez surpris que les pouvoirs publics n'encouragent pas. Bon, voilà, surtout après le rachat Twitter par Elon Musk, la prolifération des comptes toxiques. Voilà, je suis toujours un peu surpris qu'on n'encourage pas cette capacité en fait à une autorégulation, ou en tout cas à sortir du système commercial qui lui est là pour bouffer de l'attention et puis n'est pas là pour exercer son esprit critique. Donc voilà, une question comme ça, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a pas un encouragement, ni même des médias, et peut-être pas forcément non plus des écoles de journalisme. Voilà, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent nous répondre là-dessus. Merci. Je pense que ça concerne tout le monde. Moi, ce que je vois de mon côté, c'est que souvent il y a la division entre la décision politique et la décision technique, qui fait que c'est pas toujours facile d'articuler la construction des politiques publiques au-delà des orientations de chacun, qui sont pas tellement du ressort de la psychologie sociale, mais vraiment des philosophies politiques individuelles, sur lesquelles du coup je n'ai absolument rien à dire. Une dernière question, remarque? Denis Garotti. Moi, j'avais une question sur votre modèle autour de l'intention. Est-ce que ça serait du comportement? Est-ce que ça serait un bon moyen d'évaluer si il se passe quelque chose au niveau écologique, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours du comportement, si on arrivait à mesurer l'intention justement des jeunes et on met derrière ce qu'on veut, vérifier plus souvent l'information, etc., etc. Donc mais mesurer l'intention. C'est une question qu'on se pose notamment pour savoir si le comportement
parce qu'on ne peut pas vraiment le mesurer, c'est trop compliqué. Mais déjà en classe, évaluer si cette intention bouge, à quel point c'est un bon prédicteur du comportement, à quel point ça pourrait être tu as dit quoi? Par exemple, juste pour un exemple, sur la question vaccinale que je connais bien, la prédiction de l'intention de se faire vacciner est très très faiblement corrélée avec l'acte. Ah, ben j'avais l'idée inverse en fait, que c'était l'intention qui prédisait bien. Voilà, non mais justement c'est tout l'enjeu de ces travaux, c'est qu'en fait on s'aperçoit que l'intention ne prédit pas le comportement, enfin pas directement. Il y a plein de paramètres, sauf quand on fait ça comme ça, quand on mesure l'attitude, la norme et le contrôle comportemental perçu et qu'on mesure l'intention en plus, là on commence à avoir des prédictions un peu meilleures des comportements, mais on dépasse jamais 45% de prédictions correctes. 45%, c'est vraiment le meilleur qu'on ait jamais obtenu, quoi. Parce qu'il y a d'autres paramètres, il y a l'histoire personnelle, il y a le contexte, il y a tout plein d'autres choses. Mais en tout cas, c'est meilleur que de demander juste aux gens s'ils ont l'intention. Parce que ça, en fait, ils savent pas. Enfin bon, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, si on sait sur quoi ils se basent, on progresse beaucoup. Puis on voit où ça pêche. On voit que peut-être on a été super bon sur l'attitude, ils ont compris que vraiment c'était une bonne idée de se faire vacciner. Par contre, les autres autour d'eux le font pas, donc ils se sentent un peu quand même tout seuls dans leur histoire. Bah, ça va les bloquer complètement, même s'ils sont convaincus. Donc c'est bien de tout mesurer, parce que c'est là où on se rend compte de ce qu'on a raté, quoi. Ça, hélas, ouais, c'est un item, toujours c'est un peu court. On a une dernière question. Oui, bonjour. À propos d'intention, justement, j'ai la chance de donner des cours dans plusieurs écoles, avec des publics complètement différents, sur le décryptage de l'actualité notamment, et c'est pour ça que je reviens un peu aux médias et à la connaissance des médias. Et depuis quelques années, depuis 3 ans, j'incite tous mes étudiants à supprimer les notifications. Et justement, en termes d'intention et d'attention, c'est de leur dire, regardez l'actualité quand votre cerveau est prêt. Parce qu'on reçoit tous des notifications qui viennent de partout, pas forcément des médias, mais des réseaux sociaux, peu importe, et qu'on lit les informations à un moment donné où on est en train de faire autre chose, on prend l'apéro, on est en train de discuter avec des amis, en fait on a une information qu'on reçoit mais qu'on n'analyse pas. Et je me suis rendu compte depuis 3-4 ans que finalement mes étudiants aujourd'hui sont beaucoup plus volontaires pour aller regarder l'information, même si c'est 5 minutes le matin. Après, l'habitude fera qu'ils iront plus longuement le matin ou à midi, enfin à un moment donné où ils sont prêts, où leur cerveau sera disponible, comme disait un certain dirigeant, pour leur offrir autre chose que du divertissement, mais une information qu'ils vont pouvoir analyser, pouvoir décrypter et critiquer, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure. Oui, mais je crois que vous êtes complètement dans cette logique d'avoir un outil pratique d'action qui complète parfaitement le fait d'avoir la bonne compréhension des enjeux, mais se dire qu'en fait, il y a une chose facile à faire, c'est juste décocher l'option de recevoir les notifs. Tout de suite, c'est une façon d'agir. C'était vite fait et ça fait un grand effet dans la durée. Ça va ensemble en fait. Il ne faut pas faire que l'un, il n'y a pas que la procédure, comme vous disiez d'ailleurs. Mais il y a la procédure aussi et il faut essayer de tout mettre ensemble. Tout le problème étant de l'amener au destinataire final. Là, vous les avez en face de vous en classe, donc c'est une bonne occasion. Alors après, il faut tous les toucher tout le temps et il faut répéter longtemps. Donc il y a un certain nombre de choses pour avoir une bonne efficacité qui ne sont pas toujours faciles à obtenir. Xavier Brébois, merci. Avec plaisir. Merci pour vos questions.